Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de discussion impromptue avec des gens intéressants, bienvenue dans cette Trick TV où nous allons aborder des sujets multiples et variés, mais avec un socle principal, celui du club. Pour parler du club, j'ai avec moi Monsieur Philippe qui travaille au club. Comment ça va, Philippe? Très bien. Et toi, Philippe? Ça va plutôt pas mal, ça va moyen. Franchement, ça va moyen, mais grâce à ces discussions, mon cerveau va se réveiller. Là, pour le moment, les gens se disent, mais qui c'est ce Philippe qui parle à Philippe du club? Personne ne sait ce que c'est. Mais on va le préciser. Tu es là avec Monsieur Micha, que certains d'entre vous connaissent. Micha qui travaille pour Asmodée, et notamment Asmodée Research. Tout à fait. Tu vas bien? Tout va très bien. Le club, Asmodée, pour certains, ça se précise. Qu'est-ce que tu fais là, toi, Guillaume? Toi, tu as des papiers, toi, tu es comme Philippe. C'est ça, on m'a dit, il faut que tu fasses la caution sérieuse de Fall. Okay. Donc du coup, j'ai pris des papiers que j'ai piqués à Philippe. Ben, évidemment. Et puis du coup, je vais faire semblant de savoir de quoi tu mais parles. tu es là parce que tu es un petit peu impliqué, je crois, dans l'histoire. L'air de rien. Donc là, on a la caution qui a tout préparé. Et là, les mecs qui improvisent. Le freestyle. On y va. Alors, on va commencer, Philippe, par expliquer ce que c'est que le club. Qu'est-ce que le club? Le club, eh ben, c'est le centre ludique de Boulogne-Billancourt. Alors, effectivement, on a changé de nom. Vous voyez le nouveau logo apparaître. Et vous reconnaissez d'ailleurs l'ancien logo du Centre national du jeu, du CNJ. On a gardé les mêmes couleurs. On a rajouté le bleu. Pourquoi on a changé de nom? Tout simplement pour redéfinir notre identité boulonnaise. Ça fait 37 ans qu'on existe, ça fait 37 ans que le nom de Boulogne est associé étroitement, évidemment, au concours international de créateurs dont on parlera dans quelques instants. Et finalement, le nom de Boulogne, qui est sur des milliers de boîtes de jeux primées au concours depuis des années, le nom de Boulogne est associé étroitement, est très connu dans le monde du jeu. Donc, on s'est dit, pour être à nouveau en très bonne intelligence avec la ville de Boulogne-Billancourt, qui nous a toujours apporté son soutien depuis de nombreuses années, qu'il était temps qu'on redise à toute la communauté ludique et à la ville de Boulogne que nous sommes boulonnais. Donc, voilà. Au départ, moi, quand je vous ai connu, je me souviens, j'ai connu ça en 2000-2001 avec Marine Granger et tout ça. Absolument. Il y avait Manu Rosoy qui travaillait là-bas à l'époque, etc. Ça s'appelait la ludothèque de Boulogne-Billancourt. C'est ça, absolument. Voilà, donc on allait à la ludothèque de Boulogne-Billancourt, qui avait un mouvement absolument extraordinaire de propagation de l'esprit ludique, en proposant des jeux à qui mieux mieux, et le fameux concours qui existe depuis des années, concours dans lesquels ont brillé des gens comme Roberto Fraga, par exemple, et Dominique Arlt, plein de gens ont gagné plein de prix. J'ai d'ailleurs été membre du jury par 3 fois de ce concours de créateurs, qui effectivement a aidé à la reconnaissance du statut d'auteur, puisqu'il primait des auteurs, qui a aidé à découvrir des jeux à l'étape prototypale et en faire des succès commerciaux. Puis, il y a eu le Centre national du jeu, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté de voir plus grand, plus large au niveau national. Je me souviens, donc, on en reparlera dans la suite du programme, de l'achat d'une collection de jeux qui avait été entreposée. Donc, quand on arrivait là-bas, il y avait des archives avec la roulette, on voyait des milliers et des milliers de jeux, c'était super impressionnant. Et donc là, vous avez eu un bâtiment qui a été construit spécialement pour… Que nous avons toujours. Qui est toujours là. Et donc, du coup, le club, le club on dit? Le club, parce que c'est le club est toujours dans ce lieu, à Boulogne-Billancourt. Absolument. Vous redéfinissez quoi alors à l'intérieur de ce bâtiment, juste pour vous rapprocher du Boulonnois, du Boulonnois, de dire on est à Boulogne, le reste ça ne bouge pas. On joue à la pétanque, principalement. On reste les mêmes. Il y en a encore d'ailleurs qui nous appellent encore la ludothèque de Boulogne. Ouais. Je disais tout à l'heure, redéfinir notre identité boulonnaise, parce que notre première mission, la ville de Boulogne étant notre principal soutien financier, notre première mission, en tant que ludothèque, mais pas que, c'est d'ouvrir le jeu de société au grand public, au maximum de gens, de le rendre accessible. Quoi de tel que de dire, on s'appelle Centre ludique de Boulogne-Billancourt pour que les Boulonnais, nos voisins immédiats, dans le quartier du Trapèze où se situe aujourd'hui le bâtiment, depuis 2012, depuis qu'il y a eu le CNJ en fait, c'est le premier public concerné et de façon plus large, toutes les personnes qui se posent plus ou moins la question de jouer à des jeux de société, qui en entendent parler, qui voient bien que ça marche, qui marche bien. Il y a des barrages aussi qui fleurissent partout. Donc c'est vraiment avant tout une attitude vers notre public
qu'on cherche à conquérir plus. C'est vrai que le centre national du jeu, ça fait un peu musée, ça fait un peu historique. Voilà. On se dit, centre national. Ça fait un peu institution. Voilà, ils vont pas me proposer de jouer. Voilà. Oui, mais alors du coup, petite question, national du jeu avec pour ceux qui s'intéressent à la culture ludique, alors j'espère que je ne fais pas la question qui ira dès le départ quand même, et pour ceux qui s'intéressent à la culture ludique, il y avait ce côté volonté aussi d'avoir un espèce de grand format, archives, histoire, culture ludique. Est-ce que le fait de revenir à quelque chose d'un petit peu plus local, si je peux me permettre, donc plus rattaché à Boulogne-Billancourt, ça veut dire que cette diffusion dont parlait Fall depuis tant d'années avec le concours qui est devenu Créa Games, etc., est-ce que ça s'arrête ou non? Non, on l'aurait fait après 10 ans d'existence, ça aurait été problématique par rapport à notre couverture nationale, en tout cas notre renommée nationale et internationale avec le concours. Oui. Voilà. Aujourd'hui, avec 37 ans d'existence, là on va faire la 38e édition du concours international de créateurs, dont on parlera tout à l'heure. Quelque part, le risque, il n'est plus là. On existe vraiment, on est connu. Et on conserve les mêmes activités qu'avant. D'accord. Donc voilà, c'est juste une histoire de nom. C'est une histoire de nom et c'est une histoire aussi de montrer qu'on est boulonnais parce qu'on se rend compte que finalement, dans la communauté ludique, quand on parle de Boulogne, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, j'allais dire, parce qu'on va aller sur ce qui nous intéresse en premier lieu, puisque ça arrive là. Nous sommes le 5 septembre 2018. On ne peut pas mentir, on est en live. On est en live. Les gens qui participent et les gens qui sont primés, ils disent j'ai participé au concours de Boulogne. C'est vrai, ils ne disent pas j'ai participé au concours de la Ludothèque de Boulogne, encore moins j'ai participé au concours du Centre national du jeu de Boulogne. Voilà. Je pense qu'ils ne diront jamais j'ai participé au concours du club. C'est tendancieux, c'est tendancieux. Voilà, on leur souhaite pas, hein. ils diront j'ai participé et j'ai gagné le concours de Boulogne. C'est vrai. Voilà. Alors ce concours, c'est pour ça que Asmodée-là aussi, enfin Research, parce que il faut bouger les lignes. Alors, je ne sais pas leur relation de cause à effet, mais depuis peu, le bâtiment des studios de c'est vrai. il est à Boulogne. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a un lien là. Ah, il ne le sait pas, Psy. Je ne le savais pas. Tu ne le savais pas. Coïncidence. C'est une coïncidence. Pardon. Donc ce concours a décidé de voir un peu large. Donc il y aura le concours, si vous l'avez compris. Il y aura des conférences, il y aura des machins, il y aura des trucs. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, Philippe? Bien sûr, Philippe, avec plaisir. Alors effectivement, cette année, ce qu'on souhaite, c'est donner un format différent à l'événement Créa Games, qui est le nom qu'on donne à l'événement à l'occasion duquel… Créa Games, je me souviens, parce que ça avait divisé international à un moment donné. Il y avait 3 concours en Europe qui participaient, c'est toujours le cas. Non, ça s'appelle Créa Games, Créa Games, voilà, c'est boulonnais. Okay. Mais boulonnais, mais ça reste international parce qu'on a, comme chaque année, des auteurs de partout, du monde entier. Voilà. Donc cette année, en fait, on veut donner à Créa Games un format particulier. Puisque, comme dans la continuité du changement de nom, où on remet en avant notre identité boulonnaise, on a souhaité aussi impliquer aussi la ville de Boulogne-Billancourt dans le rayonnement de cet événement. Il aura lieu les 29 et 30 septembre prochains, et le dimanche 30 septembre, toute la matinée, on aura accès à l'espace Landowski à Boulogne-Billancourt, qui est un très bel endroit, parce que c'est à la fois un lieu de passage en plein centre-ville, tout à côté de la mairie, et c'est aussi un auditorium de 300-400 places, que la mairie de Boulogne nous met à disposition pour tenir effectivement ces 2 conférences dont on va parler dans quelques instants. Pourquoi ça? Parce que notre première volonté, comme je disais tout à l'heure, c'est de rendre le jeu de société accessible à tous. Quoi de tel qu'un lieu de passage pour que les gens, quand ils traversent cet atrium et qu'ils voient les jeux sélectionnés, éprimés, mis en scène et joués concrètement, se disent je sors du centre commercial, j'arrive là dans l'atrium, qu'est-ce que c'est que ça? Des jeux de société. Moi, j'étais habitué jusqu'ici au Cluedo, je ne sais quoi d'autre, Monopoly, etc. Et là, je vois des jeux, je n'ai jamais vu, je ne connais pas. Donc, ça intrigue et c'est par là que ça commence. C'est une forme de conquête. Et puis derrière, donc, les 2 conférences qui auront lieu le dimanche matin. Alors, on parle du thème. J'aimerais bien d'abord qu'on parle du concours. Parce que là, il y a des gens qui nous regardent. On va faire par étapes. Parce que le plus important, le moteur de tout ça, c'est le concours. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, il y en a quelques-uns, parce que le nom du jeu, tu le dis, vous œuvrez vous aussi depuis tant de temps pour qu'il se répande, et il y a de plus en plus de joueurs, il y a de plus en plus d'auteurs. Ce concours, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi? Alors, c'est un concours ouvert aux créateurs expérimentés ou en herbe, et qui vont présenter des prototypes de jeux qui ne sont pas édités. Voire, peut-être pour certains, qui ne sont pas éditables. Ça nous est arrivé de primer des jeux
qui n'ont jamais été édités ou qui ont été auto-édités en quantité très limitée. L'objectif du concours, c'est pas de dire à un créateur, grâce à nous, tu vas trouver un éditeur, même si, évidemment, concrètement, les éditeurs, quand ils vont voir les jeux primés, Regarde ça d'un œil quand même ils attentif. regardent ça d'un œil attentif, on est d'accord. Mais ce n'est pas la vocation première du concours. Il arrive que certains auteurs aient présenté un jeu qui a été primé et qui n'ait pas été édité pour X raisons, mais voilà. Vous n'avez pas de limite, c'est-à-dire qu'on peut présenter un jeu qui pourrait être inéditable à cause de matériel, voilà. de choses, mais au moins, c'est la mécanique qui prime. Voilà, ce qu'on veut, c'est promouvoir la création ludique et l'originalité dans la création ludique. Alors concrètement, ça se passe comment? Au mois de janvier, on reçoit des candidatures donc, sous forme de règles de jeu. Dès qu'on atteint les 100 règles reçues, on continue de recevoir toutes les règles à partir de la 101e jusqu'à la fin de la journée où on a reçu la 100e règle. Donc, voilà. Donc il se peut qu'on reçoive certaines années 103 règles, 104 règles, 105 règles, peu importe. Mais on arrête le compteur le jour où on reçoit la 100e règle et à partir de là, toutes les règles envoyées le même jour sont retenues, entrent dans et puis les autres. Voilà, il faut bien fixer une limite. Ça peut changer, mais pour l'instant, voilà. Ensuite, et ça devient très intéressant, surtout dans l'esprit associatif, une fois qu'on a ces 100 règles, il faut les lire. Et oui. Et qui lit ces règles? Nous avons des gens. Ça pourrait être. J'aimerais bien être prévenu s'il faut que je le fasse. Hein, Donc, ce sont effectivement des adhérents du club, de la ludothèque de Boulogne. Sont des adhérents avec un salarié. Donc, nous avons Erwan qui est en charge du concours, de l'organisation du concours. Et puis, nous avons Thomas qui est notre vice-président, qui est un grand lecteur averti de règles de jeu, qui a une culture ludique énorme. Et il y a aussi David, qui est aussi membre du bureau de l'association, qui, tous les trois, avec Erwan, donc Erwan, David et Thomas, vont éplucher et lire pendant des semaines, sacrifier des week-ends complets à lire les 100 et quelques règles de jeu. C'est un travail souterrain, invisible, inconnu, mais qui est évidemment fondamental et qui surtout nécessite beaucoup de concentration, un vrai sacrifice sur son temps. C'est aussi quelque part une première générosité qu'on va donner aux créateurs qui ont pris le temps aussi de nous envoyer un prototype, etc. Parce que ce n'est pas une mince affaire pour les avoir vus et les avoir côtoyés. Il faut savoir que quand on reçoit un jeu, l'auteur, lui, il bricole son jeu avec ses mécanismes, c'est clair dans sa tête, mais la rédaction de règles, c'est autre chose. Donc les gars, ils doivent se farcir des règles pas forcément écrites, de manière littéraire ou professionnelle. Il faut qu'ils revoient à l'intérieur le point qui peut être intéressant. Il ne faut pas qu'ils se gourent. Enfin, il y a une pression. C'est vraiment un boulot. On peut les ramasser. C'est juste énorme. On peut les féliciter. Puis en plus, il y a une vraie, un peu comme tu disais, une vraie bienveillance dans cette lecture de règles. Parce qu'effectivement, on n'est pas là, comme ce n'est pas des jeux édités, on n'est pas là pour exiger que la règle soit rédigée dans les règles de l'art professionnellement. Donc, effectivement, tout l'art de cette lecture, c'est d'arriver à travers des règles peut-être mal écrites, de repérer les mécanismes originaux sympas qui méritent que le jeu soit testé. Donc une fois qu'on a lu toutes ces règles, on retient 30, en général une trentaine de jeux, et pour lesquels on va demander aux auteurs l'envoi du prototype. Et c'est là que la fameuse phase de test commence. Pour l'avoir vécu personnellement, c'est une phase extrêmement enrichissante, donc qui a lieu en général entre février et avril-mai, où là, on va se réunir entre testeurs, donc plusieurs jeudis, en général c'est le jeudi soir, et 2 week-ends complets. Donc là, ce sont des adhérents, toujours sous la houlette bienveillante d'Erwan, que des adhérents de l'association, qui vont se réunir pour tester, chacun tour de rôle, les 30 prototypes, la trentaine de prototypes. L'objectif étant que tous les prototypes, et bien sûr, aient été testés et que chaque testeur puisse tester un maximum de prototypes. Après, ce sont des contraintes logistiques, organisationnelles, en fonction de l'emploi du temps et des disponibilités de chacun. Mais c'est extrêmement intéressant parce que dans une vie d'homme de monsieur tout le monde que je suis, me dire ce soir, jeudi soir, je vais tester jusqu'à pas d'heure, et on voit des prototypes, on a des surprises, on voit des choses extraordinaires. Alors évidemment, on est tous sous le couvert de la confidentialité, bien entendu, mais on passe de très grands moments ensemble à tester des jeux. Alors on n'est jamais à l'abri de la déception, de se dire, oui, ce jeu-là avait l'air sympa à la lecture des règles, et puis quand on le teste, non, il ne se passe rien, il ne marche pas, voilà. Et puis d'autres où on est vraiment bluffé. On a des coups de cœur chaque année et on a des fiches de test. Chaque testeur, c'est du boulot. Chaque testeur a une fiche de test, il prend sa fiche de test et il remplit les critères d'originalité, etc. Il y a un grand débat test. Pas test, là c'est du vrai test. C'est du vrai test. Absolument. Quand tu joues fiche et tu dis voilà, il y a ça, il y a ça. On confronte les fiches. L'objectif n'est pas que la partie de jeu en elle-même, il va falloir en sortir une sélection pour une raison particulière. Il faut en sortir une sélection et puis aussi en tant que testeur, il y a une forme de discipline à avoir.
C'est pas parce que j'ai perdu au jeu en le testant que c'est un mauvais jeu. Exact. Ça paraît idiot à dire, Aussi, quand même. mais Un petit peu. non. Ça sera analysé dans votre cerveau. On l'analyse, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Au niveau Mais cognitif, c'est là que ça se passe. c'est là que ça se passe. Ce côté-là. Donc, arriver à séparer la dimension émotionnelle, parce qu'on peut ne pas aimer le style de jeu ou l'univers du jeu qui est proposé, mais reconnaître pour autant que c'est un très très bon jeu. Donc, on a effectivement des fiches de test à remplir, des notes qu'on met, on confronte nos notes. C'est anonyme. Ça veut dire, est-ce que vous connaissez le nom des auteurs ou pas? Absolument pas. Ça, c'est une très bonne remarque, effectivement. Oui, Les testeurs, tu l'avais absolument. pas dit, j'avais oublié de le dire. Effectivement. On C'est sait pas, totalement on sait pas anonyme. qui. Même quand tu es jury, tu sais pas. Et d'ailleurs, on a Monsieur vu. G. Shifumi, tu ne le mets pas de côté. Ouais, non, Voilà. Et alors, il y a parfois, on s'amuse à faire des paris parce qu'on reconnaît certains styles, d'auteurs. Oui, bien Donc, sûr. on se dit, tiens, ça, c'est peut-être un jeu d'un tel ou de tel auteur. Mais de toute façon, on ne le sait pas. Ça, c'est une règle absolue. Il est même arrivé que certains copains de testeurs présentent des jeux au concours. Ces testeurs-là se refusant de tester ces jeux, parce que bon, pour le coup, ils reconnaissent le jeu, mais ils se refusent de le tester pour qu'il n'y ait absolument aucun parti pris. Et ça, c'est cette neutralité fondamentale. Et effectivement, le grand débat, c'est « Ah bon, ce jeu-là, donc les notes sont sur 30, tu as mis 15 sur 30, alors que l'autre, il a mis 28 sur 30. » Et là, les ennuis commencent. Eh Oui, bien sûr. On y rejoue Ce là. que tous Pourquoi t'as mis 28, les pourquoi t'as mis sélectionneurs 15? ou jurys connaissent. Exactement. Oui. Donc, on prend un paperboard, on procède par élimination. En règle générale, les jeux que les gens ne veulent pas retenir, on est relativement unanime dessus. On peut être aussi unanime relativement sur les 2, 3, 4 premiers jeux qui nous plaisent le plus. C'est surtout la zone grise qui est compliquée, c'est-à-dire les jeux entre le 4e et puis le 25e, où là, il y a une zone grise, sachant qu'on a 10 jeux à retenir. C'est ça. Et C'est à 10 présenter. à la fin. C'est 10 à la 10 fin. sur 30. 10 On sur présente 30, au jury. puis 10 sur 100 en vrai, mais 10 Voilà. sur 30. Voilà, 10 sur 30. Donc c'est un travail sacré passionnant, c'est un sacré boulot, c'est un travail d'équipe, beaucoup de respect des uns et des autres, parce qu'il faut aussi savoir, évidemment, il y a le respect du jeu, de l'auteur, de ce qu'il a voulu faire, etc. Ne pas tomber dans le piège de vouloir refaire le jeu, parce qu'on peut voir des imperfections, mais ok, c'est pas notre boulot, on n'est pas là pour Pas refaire pour un jeu. équilibrer. Tu vas Voilà, pas dire, tiens, exactement. on a qu'à enlever un dé pour voir. Exactement. Non, tu peux pas faire ça. Hors de Pas question. développeur, pas Et puis, d'équilibreur. Exactement. Et aussi respecter la vie des autres testeurs. Parce qu'on peut avoir des sensibilités différentes, des émotions différentes. Donc on en reparlera évidemment avec Micha tout à l'heure, quelles émotions. Mais en tout cas, voilà, grand respect, super travail d'équipe. Beaucoup de pizzas consommées, des kilos pris. Alors là, bah ouais, attends, C'est pour ça que j'ai arrêté, moi. on est geek ou on n'est pas. Tout le monde n'est pas sportif comme toi J'ai quand arrêté, même. j'ai dit stop. J'arrête le jury. Promis, j'arrête la pizza pendant les tests. Cela dit, on est encore dans la phase avec les membres de l'association, Absolument. du club. Le jury, le jour. C'est un week-end. Pour moi, c'est nouveau, mais Fall connaît. Le jury n'a encore pas du tout mis mais les c'est yeux rien sur du cette tout. sélection-là. Absolument. Il C'est découvre. tout pour Il l'instant en découvrira après. interne. Ouais. Le jury n'intervient qu'en phase finale, finalement. Il n'a même pas à lire la règle normalement. C'est ça, on lui explique en jeu. Il n'y a qu'une seule catégorie, il n'y a pas de classification des jeux. Il n'y a qu'une seule catégorie. En fait, on ne veut pas tomber dans la classification pour la simple raison qu'on serait au bout d'un moment obligé de primer des jeux dans telle catégorie, Oui. d'autres dans Et ça telle marche pas. autre. Ça ne marche pas. Non. C'est pas efficient parce qu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir. On peut peut-être recevoir que des jeux coopératifs ou majoritairement coopératifs une année et se dire ah bah mince comment on fait pour les Que des parties game et voilà. tu fais comment quand tu n'as pas de jeu costaud ou le contraire. Voilà, exactement. Donc c'est Donc, toute catégorie. 10 sélectionnés Et après, il y a le fameux week-end. et il y a le fameux week-end. Là, le 28, 29 et 30 Que pour tu as cette vécu. 38. Moi, j'ai vécu 3 fois, oui. 3 années, on m'a demandé gentiment de participer, je l'ai fait. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. C'était vraiment des moments très agréables. Parce que d'abord, quand tu es membre du jury, tu verras, tu es extrêmement bien accueilli. Tu parlais de bienveillance, elle est là pour les membres du jury. Tu es chouchouté, tu es dorloté, tout se passe super bien. Pareil, tu es avec des gens qui sont là avec la même motivation que toi, c'est-à-dire passer un bon moment autour d'une table et essayer de trouver les petites perles, les petits trucs qui vont bien fonctionner. Moi, je l'ai fait une année. Je sais qu'on est en live, il y a Bruno Catala qui nous regarde. Je sais qu'une année, j'y étais et il y avait un jeu de Bruno Catala, je crois avec Serge Lager, qui était, j'ai oublié son nom, Les Sorcières du ballet. Ah, du ballet. Du ballet. Punaise. Donc, j'ai vécu un moment, Très bon. un moment extraordinaire. Pour revivre celui-là, il va falloir vous lever, les garçons. Parce que j'étais membre du jury de Boulogne, je ne savais pas que c'était un Bruno Catala ni un Serge Lager. Lager. On voit ce jeu du ballet et on le trouve extraordinaire. On le prime. Oui. Un an passe, Ah, le jeu ouais. sort, Je m'y suis attends. membre du jeu de l'année À Cannes. à Cannes. Eh ben forcément, Là, bing. forcément. j'ai fait du lobbying. Et il a été primé. Et c'était. Ah c'était bah voilà, absolument- ça y est. attends, Ah bah tout s'explique. Ça y est, Non, la parce que, vérité parce que le jeu était très bon, Oui. mais ça montre à quel point ce concours est sérieux et Tout à fait. intéressant, et à quel point quand tu es investi, c'est super génial de porter
si tu veux, tout au long de la vie d'un jeu. Voilà, c'est vraiment un moment incroyable. Et puis, tu dis, c'est bienveillant, tu es bien encadré, et puis tu as un peu la pression quand même, parce que comme c'est anonyme, tu sais pas. Tout à fait. Puis il y a Tu sais une- pas qui, quoi, comment. Donc, C'est clair. il y a Et en de général, sur l'attente, les hein. pronostics qu'on peut faire, on se plante parce que c'est très compliqué de pouvoir dire ce jeu-là, c'est un Catala ou c'est un Laget. Ou Ouais, un- c'est là, c'est voilà, compliqué, enfin, ouais. c'est à un moment donné. Et C'est- j'ai vécu aussi l'expérience en tant que candidat. Ah oui, tu as C'était présenté des jeux. Ouais, alors, un jeu, c'était en 2003. Et j'ai retrouvé les règles, etc. Alors là, pour le coup, j'avais fait un jeu monstrueux, mais vraiment monstrueux. C'était une boîte comme ça, Tu haute comme regrettes, ça. hein. Je regrette pas d'avoir fait la boîte. Ah, d'accord. J'avais fait le proto, j'avais fait des règles. Bon, le jeu était injouable, mais j'avais tellement pris de plaisir à le créer ce faire. proto, à créer ce jeu, que je l'avais envoyé. J'avais envoyé ma règle de jeu. Il n'avait pas été retenu. C'était en 2003, donc ceux qui étaient là à la Qui le ludothèque de lisaient, Boulogne, qui le on le lisaient, Ah. je n'oublierai pas. Et donc, Mais- cette année, donc, tu fais partie du jury. Bah alors justement, ouais, ça m'a été proposé en l'occurrence par Erwan, certainement après discussion, mais Erwan me l'a demandé. Et là où c'est surprenant et où je l'attends aussi avec impatience, c'est que pour avoir fait partie du jury du Festival ludique de Parthenay, c'est pas le même fonctionnement. Et qui dit ou pour avoir fait partie d'autres jurys, j'ai presque envie de dire à chaque concours avec un fonctionnement et donne des analyser ou pas, des façons d'aborder le jeu, ou en tout cas en tant que membre du jury, de façon différente. À Parthenay, on lit les 155 règles, les membres du jury lisent les règles et c'est eux qui font leur sélection sur règles, sans avoir joué. Puis le jour J arrive, on joue. Donc le petit décalage qu'il peut y avoir en disant sur la règle ça marche pas sur le papier. Là, en l'occurrence, tu le prends pleine face puisqu'en plus tu l'as sélectionné et il n'y avait pas eu d'étape intermédiaire. Là, il y a une étape, il y a quelque chose à vivre de façon étonnante, c'est que tu n'as pas fait la sélection. On t'a dit, tu ne connais pas les autres et on t'a dit, voilà 10 les jeux, 10, voilà. voilà les 10 auxquels tu vas jouer et parmi ceux-là, ne sachant pas ce qu'il y a là. Et je trouve que c'est assez confortable aussi quelque part Ah bah parce oui. que pour un coup, c'est ceux qui sont derrière Qui assument. qui, En fait, entre tout le guillemets, qui boulot. assument ça. Et puis nous, bah, quelque Ouais, part, c'est c'est clair. super. T'arrives, tu joues. Le gros Bah, on travail. s'est bien éclaté Non, et à en celui-là en jouant, en discutant avec les autres membres du jury, Et on bien prend le sûr. risque d'ailleurs que le 11e jeu qui n'avait pas été retenu, C'est Et toujours faut comme éviter, ça. mais Ça, qui par était contre, ce 11e jeu, alors il était C'est peut-être toujours aussi bien comme que le ça. 10e. hein, Tout mais à voilà. fait. Mais Et c'est que ce que ça dit- se trouve, tu le verrais, le 11e jeu, tu dirais, mais pourquoi ils l'ont pas Pourquoi c'était pas retenu ça? Mais C'est le risque qu'on prend. C'est Voilà. toujours comme ça. clair. Et c'est ce qui fait que là, en live, puisque nous sommes en live, Bruno Catala en témoignait en disant il y a un des jeux, des prototypes qui n'a pas été sélectionné, mais qui a été édité. Donc, une non-sélection à un concours ne veut pas forcément dire Absolument. Exactement. de façon. C'est pas le sésame C'est ça, indispensable et en disant obligatoire. si tu as réussi, si le jeu est bon, il va être sélectionné, tu vas être édité. Non, ça veut pas non plus dire ça. J'y vois vraiment dans ce concours une opportunité pour susciter des vocations de créateurs. C'est dans cet esprit, je pense, qu'il a été Et créé. puis se confronter Et qu'on aussi en souhaite- tant que Ah oui. créateur à un C'est- jugement externe. un Un jugement jugement externe. C'est-à-dire les neutres, voilà. parce que bien Tout souvent, à tu fait. fais un jeu, tu fais jouer ta Absolument. famille, tes voisins. Tout à fait. Oh, c'est bien ton petit jeu. Puis t'en sais rien en ouais, fait. tout tu vois, à fait. il y a- Ouais, je suis d'accord avec Et toi. puis Fab. même C'est dans la même important. continuité, on organise chaque mois des soirées proto où n'importe quel créateur, alors là on est hors concours, hein, mais n'importe quel créateur qui a créé un jeu et qui veut faire tester son jeu, il va au club, dans nos locaux, et il trouvera des joueurs prêts à jouer de façon, encore une fois, Ouais. bienveillante. Et là, qui pourront éventuellement, s'ils veulent, lui dire bah, écoute, ton jeu, tu devrais changer ci, tu devrais changer ça, qui vont l'aider dans le process de création. Mais ce n'est pas du tout dans le concours, mais en même temps, c'est une autre aide à la création ludique. Et il faut même savoir aussi qu'il y a certains bars à jeux dans Paris, mais pas que, qui sont aussi ouverts à faire des soirées proto pour D'accord. aider les créateurs. Donc il y a un élan quand même Oui, tout à fait. important dans la création ludique et on y croit et Et vous avez bien raison, parce que ça fait 38 ans que super ça marche. important. Tout à fait. C'est, tu vois, c'est une expérience assez extraordinaire. Eh ben, j'y vais Donc avec là, on a plaisir. expliqué aux gens ce que c'était ce concours. Donc Voilà. j'imagine que si vous ne le connaissiez pas et que vous êtes auteur en herbe, l'année prochaine, là c'est trop tard pour cette année. C'est trop tard. Mais l'année prochaine, vous pourrez participer. À partir de janvier. Ah, bah, mais là, le 28-29, Oui, il y a le 29, le 28 Enfin, 28 le jury 28, arrive le 28, 28. 29, 30. C'est ouvert au public pour venir jouer aux jeux sélectionnés. Absolument. Ah oui, donc Absolument. du coup, C'est même vraiment ceux qui- l'objectif. ceux qui nous écoutent peuvent y Voilà, aller et peuvent jouer. venir et absolument. voir à quoi ressemblent les Absolument. prototypes qui sont D'accord. présents. Et j'invite le maximum de personnes à venir le 30, Voilà, enfin, puisque- le 29 et le 30 à Boulogne-Billancourt. Le 29, c'est dans nos locaux au Trapèze et le 30, c'est à l'espace Landowski à Boulogne-Billancourt pour pouvoir jouer aux jeux sélectionnés et primés évidemment. Et il n'y aura pas que ça, Il d'où n'y aura la pas que présence de monsieur Micha. Micha. Chaque fois, je veux dire Mika, mais c'est Micha. Micha. Monsieur Micha, puisque cette année, donc, il y aura conférences et discussions organisées avec Asmodee Research, entre autres. C'est quoi Entre cette histoire? Qui m'explique? Allez Micha, tu as la parole.
Eh ben, comme on a pu venir ici chez TrickTrack pour le présenter, Asmodée a pu lancer un nouveau programme de recherche qui s'appelle Gaming Lab, en association avec Innovation Factory, qui a pour but de fédérer une communauté autour du jeu, à la fois d'universitaires mais pas que, de faire vivre cette communauté, et de lancer des projets de recherche autour du jeu. Alors c'est un peu éloigné là par rapport à cette conférence du club, mais en fait pas totalement. Pourquoi? Parce qu'avec ce projet Gaming Lab, on a aussi la volonté de diffuser le message scientifique ou à travers le jeu au grand public et de vulgarisation. Et cette conférence qu'on organise avec Philippe et le club, c'est notre première ouverture au public. Gaming Lab qu'on avait organisé le 15 juin dernier était sur invitation et privé. Mais là, c'est ouvert au public totalement. On en profite de cet espace prêté par Boulogne pour avoir une capacité d'accueil importante. Et donc, on va associer à la fois la communauté d'auteurs de jeux pour venir débattre à travers des thèmes qu'on a pu choisir et qu'on va vous évoquer, et d'inviter des universitaires pour vraiment confronter les deux mondes, aller un peu plus loin au niveau sociologie, psychologie et sciences humaines sur ces thématiques liées au jeu, parce que le jeu prend une place de plus importante dans la société et il est vraiment important de creuser tous ces aspects. D'accord. Alors les thèmes, ça va être quoi en gros Il y a deux conférences. La première dont parlait Micha, et dont d'ailleurs Micha fera partie des animateurs avec. Et paf. Mais il est partout. Tiens, mais hop pas là. du tout. Voilà Je pourquoi le il est découvre. là. partout. Je suis en train de me dire, bon, bah, ça va être drôle ce week-end. Ça. Alors, attends, je découvre. Qu'est-ce qu'il va falloir que C'est ça, j'anime? c'est ça. Prendre la vitamine C. Non, je déconne. Donc, effectivement, le thème de cette première conférence, qui aura lieu donc à 10h30 à l'espace Landowski à Boulogne-Billancourt, c'est « Jeux de société, de l'intention du créateur à l'effet obtenu sur les joueurs ». D'accord. Tu peux le répéter parce que, en l'occurrence, quand on m'a demandé d'animer, je me suis dit, ah ben ça va, c'est déjà des conférences qu'on a entendues dans tel ou tel festival. Puis en fait non, parce que la fin est complètement particulière. Donc c'est de l'intention. De l'intention du créateur à l'effet obtenu sur les joueurs. Ça, Fall, faut que tu viennes. Intention, conséquence, pif, paf. Ouais, bien sûr. Alors là, voilà. L'idée, c'est donc on a donc nos deux animateurs qui sont là, donc Monsieur Guillaume et Monsieur Micha. Ce sera coopératif, t'inquiète pas. Ce sera, voilà, yes. dans un esprit Faudra coopératif. que je te briefe sur les questions de Guillaume. C'est les questions les plus longues du monde. Oh, ça va, Je les ai vécues en live. Voilà, donc on fait venir, l'idée, c'est comme disait Micha, c'est de faire venir des universitaires, donc 3 personnes universitaires et 3 auteurs. Ok. Et les faire discuter. Donc il s'agit d'une table ronde. Donc dans le mot table ronde, on peut très bien imaginer un mélange de conférences, de débats, etc. Mais table ronde, c'est ouvert, c'est bienveillant évidemment. L'idée, c'est d'ouvrir au grand public toute cette réflexion sur pourquoi je m'engage dans un jeu. Moi, je suis monsieur, madame, tout le monde. Je connais que des jeux de la grande distribution. Je ne connais pas les jeux qu'on voit dans la majorité des ludothèques ou des bars à jeux, même les plus simples, entre guillemets. J'ai beaucoup d'a priori, j'ai beaucoup de croyances sur moi-même. Je me dis, le jeu, c'est pas fait pour moi. C'est fait pour une certaine élite, entre guillemets. Non, justement, ce qu'on veut, c'est montrer au grand public que y a des effets. On sait que le jeu a des effets bénéfiques, lesquels. On sait aussi que le créateur, il a son propre délire, quoi. Il a son trip à lui. Il se dit, je vais créer un jeu. Il a sa raison de le faire. Il peut avoir une intention pour lui-même, pour se développer lui-même, pour se faire plaisir tout simplement. Et puis à la rigueur, c'est édité, pas édité. C'est un peu ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Puis ça a été une première phase de maturation pour moi, qui ne suis pas auteur pour le coup, mais ça a été une expérience intéressante. Et puis il peut aussi avoir une intention réelle sur un public, où il vise un public, il dit je veux qu'il vive telle expérience. Donc c'est voir ça et en faire parler les auteurs. Et confronter aussi ça à justement l'effet sur le public, c'est-à-dire moi je suis joueur, je découvre ce jeu, quel effet ce jeu me fait-il? Est-ce que j'ai vécu une expérience émotionnelle intense? Est-ce que je me suis pris la tête? Est-ce que ça m'a donné envie de gagner? Est-ce que je m'y suis cru? Est-ce que j'ai pas vu le temps passer? Est-ce que j'ai compris les règles tout de suite, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui fait finalement, moi en tant que joueur, grand public, qu'est-ce qui fait que je m'engage? Qu'est-ce qui fait que je vais jouer? Voilà. Et donc on apporte une expertise analytique, scientifique, universitaire, avec des sociologues et des psychologues qu'on amène justement pour… Alors, tu veux dire vous apporter des réponses, c'est-à-dire qu'ils ont fini leur recherche? Non, le programme Gaming Lab vient tout juste de débuter, mais au moins il y a une expertise ils écoutent les questions, ils voient l'état des connaissances actuelles sur les phénomènes. Et peut-être ça leur déclenche des… Et puis l'intérêt, c'est le débat, donc il va y avoir un phénomène de ok. ping-pong entre le ressenti et le vécu des intervenants du monde du jeu et les experts qu'on pourra apporter autour de la table. Ça, c'est la première conférence. Et la seconde?
La seconde conférence, qui donc se tiendra à midi, commencera à midi, toujours à l'espace Sandowski de Boulogne-Billancourt, s'intitulera « Le jeu de société, un objet culturel, une œuvre d'art ». Point d'interrogation. C'est le fameux débat. Grand débat. Ah là là là. Grand débat où encore une fois, c'est une table ronde dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut, du débat, des promoteurs, des détracteurs. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord. On est d'accord pour ne pas être d'accord si c'est le cas. Mais l'idée, c'est de dire, est-ce que le fait de dire que le jeu de société est un objet culturel, est-ce que c'est un sujet qui tient la route? Est-ce que ça vaut le coup qu'on le mette sur la table? Est-ce que ça préoccupe 2 personnes ou ça préoccupe 10 ou beaucoup plus? On sait qu'il y a des lobbies, entre guillemets, qui a une structuration quand même. On va faire venir la Société des auteurs de jeux, on va faire venir l'UEJ, donc l'Union des éditeurs de jeux. On va faire venir aussi, j'espère qu'ils vont confirmer, mais c'est bien parti, la Bibliothèque nationale de France, qui est évidemment qui a un pied dans l'histoire. Ils savent ce que c'est que le dépôt légal. Je rappelle que la collection qu'on a montée, elle avait pour objectif au début de faire un dépôt légal de fait du jeu, vu que ça n'existe pas, à l'inverse du livre ou d'autres objets culturels. Donc il n'y a pas de dépôt légal dans le jeu. Est-ce une nécessité? Faut-il qu'il y ait un dépôt légal ou pas? Parce qu'après tout, ça fait des années qu'il y a des jeux qui existent, il n'y a pas de dépôt légal, on s'en sort. Donc, est-ce que c'est un vrai sujet? Et au-delà de ça, quelles sont les conséquences d'une reconnaissance légale par l'État du jeu comme objet culturel? Est-ce que ça peut être aussi une protection sociale pour les auteurs? Est-ce que ça peut, quelque part, apporter un cadre dans les relations auteur-éditeur avec des avantages? On a bien la TVA à 5% dans le livre. Ah, bon alors. Et s'il y avait la TVA à 5%, comme quoi? Ça peut peut-être être utile. Oui. Bref, en tout cas, l'idée, c'est d'évoquer tous ces sujets-là autour de la question du jeu qui serait un objet culturel, voire une œuvre d'art. Je m'amusais à lire des blogs, il y en a certains qui parlent du 10e art, donc là, je ne sais pas, il faut voir, peut-être un peu prétentieux. Mais alors, l'innovation aussi dans cette conférence, c'est qu'on va faire venir Michel Lallet. Michel Lallet, qui est d'abord l'auteur du célèbre Abalone, qui a été primé à Boulogne, et qui a écrit un livre absolument passionnant que j'invite tous nos auditeurs à lire, évidemment, avant cette conférence, parce qu'on leur posera des questions. On posera des questions au public. Page 47, ça commence par quel mot? Il y a marqué quoi, là? Il y a la Trick Track Télé avec Michel Lallet en introduction. On va faire un petit peu de pub. Le livre, la conférence. Voilà. Je pense que là, vous avez bien préparé. Voilà, tout le monde sait tout. Donc, finalement, Michel a écrit un livre qui s'appelle Auteur de jeux de société, qui est publié chez Ilinx. Donc il y aura Natacha Deshaies, donc l'éditrice qui sera présente évidemment, Michel qui sera présent, et ce sera Jean-François, donc qui est membre du conseil d'administration du club, qui est donc adhérent, qui animera cette conférence, qui a lu passionnément le livre de Michel, qui a essayé d'en retirer les idées maîtresses, et l'idée ce sera de poser d'abord la question, de faire ressortir les idées maîtresses du livre de Michel, qu'il explicitera évidemment, et puis après, autour desquelles on suscitera la discussion, le débat donc des différentes personnes présentes. Et deux points importants à souligner. La première, comme on a pu déjà le dire, c'est que c'est des conférences ouvertes au public. Tout le monde est vraiment invité à pouvoir y assister. C'est gratuit. C'est gratuit. Absolument. Ça, c'est le mot important. Absolument. Tout cela est gratuit. Vous vous enrichirez intellectuellement gratuitement, pour rien. Absolument. Beau. Et dans notre programmation, on a prévu vraiment un temps de débat et de discussion avec les intervenants, mais aussi un temps de questions-réponses avec le public, et qui laisse l'opportunité à tout un chacun de pouvoir vraiment s'exprimer, de poser les questions les plus pertinentes. Ok. On a fini avec le volet conférence. Donc ça, c'est le lien avec Game Lab, comme tu le disais, Micha. On a suivi avec Trick Track, on a même fait quelques petites pastilles en vidéo pour voir et rendre un petit peu ce qui se passait à cette ouverture-là. On voit à quel point la cohabitation entre les deux mondes, le monde universitaire, avec les connaissances qu'ils peuvent avoir du sujet jeu, serious game, etc., et les auteurs de jeux, avec la représentation qu'ils ont aussi du monde universitaire, à quel point ça peut s'entendre, se rejoindre, frictionner un petit peu. Là, c'est le premier événement Asmodee Research Game Lab qui est ouvert au public, où du coup, qui que ce soit pourra venir un petit peu apporter sa pierre à l'édifice ou ruer dans les brancards s'il y a besoin. Oui, sans doute. Absolument. J'ai cru que c'était une question. Non, mais tu as la preuve. On va avoir une question de Guillaume. Non. Écoute, moi je trouve qu'on est bien parti jusque-là, donc on n'a pas besoin de couper cette émission en morceaux. Tu as évoqué la collection. Oui. Eh lien numéro 3. Et là, c'est le lien. J'ai vu passer l'information comme quoi cette collection quittait, ou avait déjà quitté le club maintenant, et était partie chez Asmodee. Alors,
faut rappeler que, tu le disais au départ, la bibliothèque de Boulogne, puis le CNJ, avaient pour vocation, et ça c'est depuis des années, c'était le cheval de bataille de Marine Granger, de stocker, comme à la Bibliothèque nationale, tout ce qui sortait le plus possible dans un esprit de conservation. Voilà. C'est-à-dire pour ne pas oublier tout ce qui existait, puisque comme tu dis, le jeu, ça c'est rien. Donc s'il n'y a pas la volonté de particuliers ou de particuliers installés dans des organismes publics et autres de conserver ce patrimoine, il disparaît. Donc depuis le départ, Marine s'est débrouillée pour recevoir en permanence toutes les nouveautés. Elle avait beaucoup de contacts, beaucoup de relations. La bibliothèque de Boulogne, donc maintenant le club a beaucoup de relations avec les éditeurs. J'imagine qu'ils continuent de vous envoyer toutes les nouveautés, d'abord pour les mettre à disposition de vos adhérents, puis ensuite, parce que c'était, je me souviens, quand on est chez l'éditeur, il y avait toujours des boîtes qui partaient pour la bibliothèque de Boulogne, pour stocker, pour nourrir la collection. Ouais. Puis il y a eu à un moment donné, je me souviens, c'était un des premiers reportages que j'avais fait sur Trick Track, un vrai reportage, parce qu'au début je filmais, je m'ouvrais des boîtes, tout ça, un peu le couillon, mais un jour j'ai pris ma caméra et j'ai été filmé dans les hangars de la bibliothèque de Boulogne, l'arrivée de la fameuse collection américaine. Il y avait eu je ne sais pas s'il y avait eu une levée de fonds, mais vous avez récupéré de l'argent pour pouvoir. Il y a eu des donateurs, je crois, à l'époque, même si Asmodée n'avait pas participé à l'époque un petit peu à donner des sous. Enfin, il y avait plein de sous qui étaient venus de droite à gauche. Et vous avez acheté une collection d'un mec qui avait collectionné pendant des années aux États-Unis des milliers de jeux. Il était mort et les descendants voulaient s'en débarrasser, forcément. Vous voulez stocker chez vous tout ce que vous voulez, vos enfants, ils s'en débarrassent. Et donc, vous l'aviez acheté et c'était absolument un travail de fourmi monstrueux de vérification, nettoyage, de rentrer dans base de données, etc. Ça prenait énormément de place à la bibliothèque de Boulogne, enfin, donc à l'époque, la bibliothèque de Boulogne, puis au CNJ. Et là, vous avez un problème d'espace parce que le Centre national du jeu, si je me souviens bien historiquement, les marines et autres voulaient un grand truc énorme. Vous voulez les 2 étages du bâtiment. Voilà, vous vouliez tout pour tout, c'est ce qui est logique. Et puis tous les joueurs voulaient tout ça, puis tous les éditeurs. Mais bon, comme je le dis souvent, oui, on aime le jeu, on aime jouer, mais dans la vie, il y a des milliards de choses à faire, du ski nautique, du vélo, et tout le monde, vis-à-vis de sa passion, a le même comportement et se dit mais pourquoi tout le monde ne fait pas du sky surf là ou je sais pas quoi, pourquoi tout le monde ne fait pas du patin à roulettes? Voilà, les mêmes problématiques. Et donc l'espace était réduit pour le stockage, et là vous avez besoin de place, vous ne saviez pas où mettre cette collection, tout le monde a frissonné un temps, jusqu'à ce que Asmodée, qui a des hangars monstrueux, décide de donner un petit bout du hangar pour accueillir toute la collection. J'ai résumé, c'est ça? Plutôt bien, oui. Ouais, plutôt bien. C'est ça. Mais, quid? En gros, jusqu'où on va? Comment ça va rester dans un coin que là, vous ne l'avez pas acheté? On ne l'a pas acheté. Est-ce que tu peux me résumer? Votre position à vous et la vôtre? En fait, on va essayer de collaborer sur le sujet. L'objectif, nous, on reste propriétaire de la collection. Le club reste propriétaire et Asmodée, gracieusement, grâce à l'aide de Nicolas Benoît, qui a été l'acteur principal du déménagement. Et il nous a fait la proposition d'en être dépositaire, donc dans les entrepôts d'Asmodée en Mayenne, le temps que, au niveau du club, on puisse réfléchir sereinement à un avenir de la collection. Parce que si on remonte un peu, donc on parlait du dépôt légal tout à l'heure, mais comme tu l'as très bien résumé, au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec 12 000 jeux, il faut quand même rappeler, 12 000 jeux. La 3e plus grosse collection au monde. Donc, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et il y a la place, certes, mais il y a aussi la valorisation, la conservation. On ne s'improvise pas conservateur. C'est un peu ce qui nous est arrivé, en fait. On s'est dit, mais finalement, on a fait tout ce travail remarquable et on remerciera jamais assez Marine et toute l'équipe, Manu aussi, qui a beaucoup participé, évidemment, qui était parti là-bas aux États-Unis pour la collection. Voilà. Donc, pour ce travail de rassemblement de tous ces jeux, mais au bout d'un moment, et depuis quelques années, moi, quand j'ai été élu à la présidence du club en octobre 2017, ça faisait déjà un certain nombre d'années que la collection était là, qu'elle dormait, qu'elle prenait la poussière et qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a plein d'idées, mais on ne s'improvise pas conservateur et il y a des jeux qui sont jouables parce qu'ils sont dans un état correct, ils sont en plusieurs exemplaires, que les règles de jeu ne sont pas trop pourries parce qu'aujourd'hui on devient exigeant quand même. Quand on voit toutes les nouveautés qui sortent, vas-y pour sortir un jeu des années 50. Maintenant. Il a un charme certes, mais en général on le refait. Voilà. Comme les films américains, tu les refais. Et justement, tu fais une très bonne transition parce que c'est une des idées de se dire, tiens, il y a peut-être certains jeux qui mériteraient une réédition. Parce que,
moyennant quelques aménagements éditoriaux, tu vois, mais Ça marcherait. ça marcherait, pourquoi pas. Il marche toujours. Et il marche toujours. Donc effectivement, ça peut être un premier axe, rééditer des jeux qui le méritent. Un deuxième axe, faire jouer à certains jeux, alors soit à un original parce qu'il est en assez bon état, ou soit à un facsimilé, une reproduction qu'on peut faire à faible coût de cet original pour le faire découvrir aux gens. On a bien, enfin le rétro, ça plaît, Oui, bien sûr, le bien sûr. vintage, etc. On est en plein dedans. Il y a un troisième axe qui est important, et Micha est là, c'est la recherche. Ouais, et Parce oui. qu'il y a énormément de projets de recherche. On a été contacté par des universités, par des chercheurs qui veulent faire des thèses sur le sujet. Il y a déjà eu pas mal d'articles sur le sujet parce que, inévitablement, les jeux s'inscrivent dans une époque, ils s'inscrivent dans une histoire, ils révèlent les mentalités d'une époque. Je pourrais te montrer des couvertures de jeux de société des années 50 où tu vois la mère et la fille qui font la cuisine et le père et le fils qui jouent. Eh oui, Voilà, c'est forcément. toute une époque. Donc il y a une sociologie derrière. Sacrée époque, dis donc. Oh là là là. Eh ouais. Putain, j'aimerais bien y revenir à celle-là, quand même. bien sûr. Voilà. Tiens. Et puis à côté de ça, tu as un jeu évidemment beaucoup plus récent de chez GMT qui s'appelle Labyrinthe et qui est un jeu sur la lutte contre le terrorisme. D'accord. Donc le jeu s'inscrit dans une époque, il va révéler certains aspects sociologiques évidemment de l'époque où il a été créé. Et puis dans les règles, dans les mécanismes, et ben voilà, certains jeux, beaucoup étaient liés, il y avait énormément de hasard dans certains jeux très anciens. Jusque même dans les années 50, 60, 70, il y a beaucoup de hasard. Pourquoi? Et puis ça marche toujours autant. Alors on pense que le hasard marche plus, mais peut-être que chez nous les gamers, on n'aime plus le hasard, on veut qu'il y en ait moins. Il y a quand même des dés, mais on veut que ce soit maîtrisé. Puis il y a des gens qui ne sont pas si gamers que ça, mais qui s'en accommodent. Donc Bien sûr. voilà, tous ces phénomènes-là, ça fait des sujets de recherche et il y a un énorme support avec la collection. Et puis cette Voilà. collection, c'est un bon moyen de vérifier si la création ludique, le jeu, est un art ou pas, puisque tu as besoin Absolument. de voir une Oui. progression, C'est vrai. de voir les courants, c'est-à-dire ce qui est académique Tout à fait. et ce qui ne l'est plus, qui va enchaîner sur une nouvelle Ça devient académique académique. qui va le détruire. Oui. Parce que l'art, en gros, c'est ça. C'est ça. C'est les points de bascule qui font que tu passes de l'académie au Voilà. etc. Donc c'est d'avoir une histoire du jeu Une sur culture ludique une culture ludique de qui plus te de permet, 25 ouais. ans, Ouais. c'est intéressant pour voir tous ces... De beaucoup plus que 25 ouais. ans, parce que les Oui, non, jeux mais datent de 1840. Quand je dis 25 ans, c'est que nous, quand on est joueur, 1840. je dis que quand on est joueur et quand les joueurs, Bien la sûr, plupart ouais. des joueurs, on discute ici de est-ce que c'est de l'art, ils s'arrêtent aux dernières 20 années. Tout à 20 fait, dernières ouais. années. Tu dis, ah oui, c'est de l'art, mais sur 20 ans. Non, non, non. Pour savoir si c'est de l'art, il faut que tu vois sur 100, sur 200 ans, voire plus loin. Pourquoi on jouait au 18e, au 16e, etc. etc. Est-ce que ça veut dire, ou peut-être pour le club, ou peut-être plutôt du coup alors Asmodee Research, que cette collection, alors j'imagine que du coup elle ne sera pas forcément mise dans un musée. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas la place, les instances, etc. Mais est-ce que de façon universitaire, des chercheurs pourraient y avoir accès pour justement analyser ce genre de choses? Alors, c'est un peu En le- disant, tiens, ouais. est-ce que c'est une création? Ah ben non, là c'était commercial, quelqu'un l'avait fait parce que c'était le début de Parker et que enfin, tu vois, j'en sais, mais ce genre de questions pour que de façon analogique, sur la durée, ça puisse être analysé. Mais ça veut dire du coup des chercheurs, ça veut dire du temps, ça veut dire des crédits, ça veut dire. Enfin, Mise à disposition des la mise à locaux. disposition, parce que c'est les vôtres. Ouais. Mais c'est chez Asmodee. Enfin, est-ce que Enfin, c'est. là, chez Asmodee, c'est vraiment d'un point de vue bienveillant et logistique, où Absolument. Asmodee a proposé une aide pour transitoirement conserver ce patrimoine, mais en attendant un projet dynamique mené Ouais, par c'est le du club. stockage là pour Voilà, l'instant. pour D'accord, l'instant, stockage c'était- provisoire, c'était absolument. des capacités de stockage et logistique de pouvoir aider le club de cette façon. Après, sur le projet à venir, ça, c'est pas entre nos mains. Et après, par rapport à Gaming Lab et au projet de recherche, en toute honnêteté, on était hier en train de définir un petit peu nos paramètres de recherche. Les pistes actuelles sont très portées vers la sociologie, la psychologie Oui. autour du jeu. Ce que tu mais- nous avais dit quand tu étais venu Tout à fait. présenter Asmodee Research. Et en discussion hier avec le directeur de notre comité scientifique, justement ce penchant, ce pan de recherche un peu sciences humaines sur l'évolution du jeu d'un point de vue objet et autres, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore exploré et qui va nécessiter peut-être de s'y intéresser. Ah, ça doit être Et- passionnant. Et Ça donc, doit être et donc passionnant. oui, mettre des moyens sur ce genre de projet, c'est envisagé. Ok. De toute façon, comme le disait Micha, l'idée, pour reprendre, parce que, encore une fois, un grand merci à Asmodee, à Nicolas Benoît pour nous avoir donné ce coup de main, parce que c'est quand même précieux. Ça montre qu'il y a de la bienveillance, Ouais. vraiment de la bienveillance pour sauvegarder un patrimoine. Après, évidemment, l'idée, c'est d'en faire quelque chose de réel, de dynamique de ce patrimoine. Donc, on a monté, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais on a monté un comité de pilotage au sein Ok. du club
exclusivement dédié à cette collection et à l'avenir qu'on veut lui trouver. Parce qu'effectivement, gracieusement, Asmodée la met temporairement donc, dans ses entrepôts. Mais l'objectif, évidemment, c'est pas que ça reste sur des palettes. Ça représente quand même 71 palettes Ah oui, filmées. c'est énorme, c'est de la place. C'est de la place. Donc, on veut lui trouver un avenir. On a mis des grands esprits autour de la table. C'est pas du tout fermé. On envisage des collaborations un peu tous azimuts, dont Asmodée peut faire partie, bien entendu. Hein, il n'y a rien d'exclusif. Tout est ouvert, mais l'objectif, il est que cette collection vive, soit vue, ne dorme pas dans un musée. On a été approché par des musées en Suisse, à Bruxelles. Bruxelles, il y avait le musée du jeu et du jouet. Absolument. Ils étaient intéressés. Bon, on n'a pas eu de leurs nouvelles depuis, mais au final, on s'est dit, c'est pas plus mal parce que c'est quand même un patrimoine en France. Je ne vais pas dire français parce qu'il y a la collection américaine, mais en France, ça serait quand même tellement dommage qu'après 37 ans que ça parte ailleurs. Surtout de Boulogne, c'est. Voilà, et qu'on ne essaie pas de donner les moyens de le faire vivre. Voilà, donc c'est aussi une sorte de deal qu'on a passé avec la mairie de Boulogne, en bon terme. Ça a été de se dire, voilà, ce patrimoine, on va le mettre ailleurs que dans les locaux de Boulonnais, parce qu'ils occupaient quand même des locaux qui appartiennent à la mairie de Boulogne. Donc on le met ailleurs, c'est le cas maintenant, c'est chez Asmodée. Et on va essayer de trouver un moyen pour que cette collection, justement, soit prise en main par des gens qui ont des moyens. Il faut des moyens pour la conservation, pour le catalogage, pour la valorisation, etc. Pour organiser. C'est un vrai projet à part entière. Si on veut regarder, Fall, c'est toujours disponible, le reportage que tu avais fait quand la collection est arrivée sur Trick Track. C'est un très très vieux reportage, dans un format un peu particulier. Je l'avais passé à Germain pour qu'il nous en passe des bouts, mais ça fait planter la machine tellement c'est vieux. Je le partagerai, je le mettrai juste après, je referai un bilan et je le mettrai derrière pour que les gens découvrent d'abord Manu Rozoy, l'auteur de Time Story, jeune et élégant. Et puis voir le travail de fourmi. Il est toujours jeune et élégant. Oui, toujours jeune et élégant, c'est vrai, je le chatouillais. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que par rapport à la conférence, Manu et moi, on est invités au fin du mois de novembre dans une école d'art pour parler du jeu. Génial. Et de l'art à des étudiants d'art, c'est rigolo. Sachant que lui et moi, on était partisans plutôt que c'était pas vraiment de l'art. C'est compliqué. Oui, je sais. La question est compliquée. S'il y a des gens pour dire que c'est de l'art, c'est de l'art pour eux. Moi, j'en suis pas, mais s'ils me disent que c'est de l'art, moi, je suis d'accord, j'ai pas de problème avec ça. Tu vas être suivi. Il n'y a pas un petit reportage pour on verra. On m'a contacté hier, j'ai dit oui ce matin. Donc tu seras avec nous le 30 septembre. Je sais pas, on verra. Donc pourquoi pas. Il y a très longtemps que je suis pas monté à Boulogne. Très 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 longtemps. En vélo, c'est rapide. En vélo, ça se fait vite. Il y aurait un avantage à mettre Stéphane Bern, le patrimoine, le jeu. Non, c'est pas. On va monter un château, une maison avec des glaces, je pense pas que ça intéresse. Est-ce qu'on a tout dit sur le nouveau club? J'ai tendance à dire club, parce que club c'est un vieux nom d'un club, d'un site internet en 2000 qui parlait de jeux. Avec un autre. Tu sais, pourquoi pas, parce que ça se trouve. Nous, ça fait que depuis le 8 juin que c'est devenu le club ou le club. Donc, non, le club, c'est bien. C'est dit le club, le club. Bon, bah écoute, on va laisser les deux ouverts. Est-ce qu'on a tout dit sur ce qui va se passer à la fin de ce mois de septembre 2018? Ouais. Tout sauf une chose. Vas-y, alors je t'écoute. Venez nombreux. On l'a pas dit ça? Venez. Si, on l'avait dit. Ouais, alors le dis pas, fais attention à la façon de le dire parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu aux soirées du club. Alors venez nombreux et nombreuses. Et nombreuses. Surtout nombreuses. Et accompagnés. Accompagnés ERS. Ok. Merci Philippe d'être venu jusque-là. Merci à toi. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir et de rediscuter. Merci Micha d'être venu jusque-là. Merci beaucoup. Tu as un projet qui, moi, me plaît beaucoup. J'étais pas là quand vous l'avez présenté, mais ça me très belle collaboration. Ouais, ça me plaît beaucoup. L'idée me plaît beaucoup. Petite anecdote supplémentaire. Donc là, à Boulogne, ce sera notre premier événement ouvert au public, mais on travaille sur les prochains. Un qui se passera peut-être dans le nord au courant de l'automne, et puis un vers février, un peu connu. Ok, à Cannes tu veux dire? Peut-être. Ah, j'y serai, je pourrais passer. Ok, puis merci. S'il faut aller fouiller dans la collection du club et qu'on a le droit, moi je mets des gants et puis je frotte. Il est comme Germain, c'est un renifleur de bois. Alors tu enlèves le plastique des palettes. C'est clair, il n'y a pas de souci. Tu dis 1840 et tout, mais tu as envie de voir comment c'était fait, qu'est-ce qui était joué. On a fait les cartons parce qu'il fallait faire quand même les cartons, ça je ne l'ai pas raconté, mais très vite. Il y avait quand même 12 000 jeux à emballer dans les cartons. Ah oui, pour le transport. Bien sûr, on a eu une mobilisation des adhérents absolument fabuleuse. Il a fallu mettre nous-mêmes tout ça sur des palettes. Alors quand tu n'es pas logisticien, que tu ne connais rien, vas-y pour mettre des jeux sur des palettes, que ça tienne sur 1 mètre carré, bien haut de 1 mètre 80, sans que ça s'écroule, sans que ça se tasse. nous-mêmes. Attends, et on a vécu des moments extraordinaires. Ah, effectivement, je comprends très bien parce que tu es un gamin de 5 ans. Quand tu descends, tu regardes les jeux et tu dis mais... Waouh,
et que tu dois mettre ça dans les cartons, tu as envie de mettre des gants blancs tellement c'est fabuleux. Puis bon, les gants blancs ils deviennent vite gris parce que Bah oui, voilà. c'est pas cher. Mais c'est fabuleux comme expérience. Et après, quand ça arrive dans le hangar de Asmodée, c'est comme dans tu sais, Indiana Jones, Ah ouais, ils vont c'est- déposer oui, le c'est- Graal de- au fond, au milieu de trucs. Exactement. Que Voilà, personne ne voilà, s'en on essaie. approche. On y est. Bien, eh bien, Entrepôt écoute, de la voilà. zone, entrepôt de la zone 51. J'espère que vous serez nombreux à avoir appris ce qu'était que la bibliothèque de Boulogne, maintenant le club, et que vous serez nombreux à ces conférences et à cette remise de prix fin septembre 2018. Merci Philippe, Merci Fal. merci Guillaume, Merci Fal. merci Micha. Merci Fal. Il va être temps de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de Merci, dire tous caméra. ensemble, tenez right. Right.